Le froid de février 1943 poussa Heinrich Müller, sergent de la Wehrmacht capturé dans l'Africa Korps, à embuer sa vitre en regardant dehors. Ce qu'il vit contredisait tout ce qu'on lui avait dit sur l'Amérique. Sur des kilomètres, les lumières électriques se trouaient, la nuit, telles des étoiles filantes éparpillées sur le terrain. Les villes, clairement visibles, scintillaient d'une lumière qui annulait les pannes d'électricité familières chez elles. Des lampadaires bordèrent les routes en rangées soignées. Des enseignes au néon affichèrent des marchandises inconnues. Les cheminées d'usines crachèrent de la vapeur dans le ciel, tandis que leurs intérieurs brillaient de la lumière réconfortante du travail. Contrairement au désert d'Afrique du Nord rationné en carburant, où les véhicules étaient à l'arrêt et l'électricité rare, les usines bourdonnaient de productivité. Prisonnier de guerre, à bord d'un train de marchandises américain en direction de l'Ouest, il fut stupéfait par un spectacle qui défia sa compréhension de la guerre elle-même. Comment un pays en guerre pouvait-il faire rayonner ses villes comme si la paix était éternelle ? Comment pouvait-il gaspiller une telle énergie tout en combattant simultanément sur différents fronts, de l'autre côté de deux océans? Il n'était pas le seul à être perplexe. Blotti dans des wagons de marchandises, aménagés avec des centaines d'autres prisonniers allemands, chacun groupé autour d'une fenêtre accessible, leurs visages exprimaient un mélange d'étonnement et d'incrédulité. C'étaient en des vétérans de campagnes en Europe et en Afrique, des hommes qui avaient vu la puissance industrielle du Troisième Reich à son apogée, mais rien dans leur passé ne les avait préparés à cette extravagance désinvolte. L'Amérique qu'ils avaient l'habitude d'imaginer était dépeinte comme une terre de civils pacifistes, affaiblie par la démocratie et la diversité raciale, peinant à maintenir les infrastructures essentielles tout en déployant des troupes à l'étranger. Au contraire, ils découvrirent un paysage rayonnant d'une vigueur infinie, des lignes électriques s'étendant sur de vastes étendues, telles des toiles d'araignées métalliques complexes, acheminant l'électricité vers les fermes, les industries et les zones urbaines, avec une efficacité quasi miraculeuse. Alors que le train voyageait dans la nuit, transportant des prisonniers désemparés plus loin au cœur de l'Amérique, il portait en lui les fondements d'une révélation qui allait profondément remodeler la vision de ces hommes sur le conflit qu'ils menaient. Les lumières à leurs fenêtres n'étaient là pas seulement un éclairage, elles signalaient une puissante force industrielle. 1943 fut une année charnière dans le conflit mondial, la domination industrielle américaine devenant indéniable, même aux yeux des fervents nazis. La rencontre entre des prisonniers de guerre allemands et le réseau électrique américain révéla non seulement un choc culturel, mais aussi un aspect crucial de la Seconde Guerre mondiale. La puissance industrielle colossale qui permit aux États-Unis de mener une guerre mondiale tout en améliorant simultanément la vie intérieure. Nombre de ces soldats allemands, habitués à l'obscurité rurale de leur pays, étaient sur le point de découvrir une infrastructure énergétique si sophistiquée et abondante qu'elle remettait en question leur conception fondamentale de la guerre. Sur plusieurs fronts, le vent tourna contre les puissances de l'Axe, mais la véritable puissance industrielle américaine se faisait encore jour, alors que les villes allemandes imposaient des mesures de coupure d'électricité plus strictes et que les usines réduisaient leur consommation d'énergie pour économiser les ressources, les villes américaines restaient brillamment éclairées. Les matchs de baseball se déroulaient sous la lumière artificielle, les théâtres de Broadway restaient ouverts et les usines fonctionnaient 24 heures sur 24, alimentées par un réseau électrique à la capacité apparemment infinie. Il ne s'agissait pas seulement de multiplier les centrales électriques, l'Amérique en possédait en abondance. C'était une distinction fondamentale dans la manière dont les deux nations équilibraient confort civil et exigences militaires. Tandis que l'Allemagne privilégiait l'effort de guerre au détriment du confort civil, l'Amérique développait une économie capable de maintenir les deux sans concession. L'infrastructure électrique qui stupéfiait les prisonniers allemands symbolisait des décennies d'engagement financier. Convaincus que la prospérité, et non la pénurie, était le fondement de la puissance nationale. Les origines disparates au sein de la Wehrmacht, comme en témoignaient leurs embarquements dans des trains dans des ports comme New York, Boston et Norfolk, se reflétaient au sein de ce groupe. Parmi eux se trouvaient des jeunes ruraux bavarois peu habitués à l'éclairage électrique en dehors des centres urbains, des ouvriers industriels de la vallée de la Ruhr, rompus à la production mais peu familiarisés avec son expansion, et des universitaires berlinois rompus à la théorie américaine mais naïfs à son application pratique. Ce qui les unissait était leur incapacité collective à comprendre le spectacle qui s'offrait à eux. Le lieutenant Klaus Weber, commandant de chars arrêtés au col de Kasserine, relatait plus tard dans ses mémoires ce premier voyage en train à travers l'Amérique. On entendait des prisonniers débattre avec ferveur de l'existence réelle des lumières observées. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une supercherie complexe destinée à intimider les prisonniers, tandis que d'autres supposaient
qu'il s'agissait peut-être d'un parcours d'exposition unique mettant en avant la richesse américaine. Accepter que cette prospérité ne soit que la vie américaine ordinaire paraissait incroyable pour la plupart. En 1943, la splendeur du réseau électrique américain était véritablement stupéfiante par rapport à tous les standards. La Tennessee Valley Authority avait construit un vaste réseau de barrages et de centrales électriques produisant plus d'électricité que toute l'Allemagne. Au cours de la dernière décennie, l'administration de l'électrification rurale avait apporté l'électricité à des fermes rurales et à des petites villes, jusque-là privées d'éclairage électrique. Les entreprises énergétiques privées américaines avaient construit une capacité de production bien supérieure à celle de l'Europe, alimentée par une économie qui privilégiait l'approvisionnement en électricité comme un élément essentiel plutôt qu'un luxe pour des raisons de conservation. Si les statistiques étaient éloquentes, elles ne parvenaient pas à traduire l'impact psychologique d'une observation directe de cette abondance. Les soldats allemands, habitués à un pays où chaque kilowattheure comptait et où la disponibilité de l'électricité dictait les horaires des usines, tandis que l'éclairage civil était strictement réglementé pour préserver les ressources en temps de guerre, trouvaient incongru qu'une nation puisse s'engager dans un conflit mondial avec des lumières illuminant ses rues. À mesure que les trains transportaient leurs prisonniers vers l'ouest, ils comprirent peu à peu non seulement la supériorité des infrastructures, mais aussi une stratégie de combat radicalement différente. La stratégie américaine ne reposait pas sur le modèle allemand, qui privilégiait la production militaire aux dépens des difficultés civiles. Elle reposait plutôt sur la conviction que la véritable force résidait dans le soutien simultané des opérations militaires et de la prospérité civile. Cette philosophie se manifestait concrètement dans les villes industrielles du Midwest. Chicago brillait de mille feux grâce à la lueur des aciéries tournant sans interruption pour produire des matériaux destinés aux Liberty Ships et aux chars Sherman. Les usines automobiles de Détroit se sont converties à la production aéronautique sans éteindre un seul lampadaire dans les quartiers résidentiels où leurs ouvriers travaillaient. Les aciéries de Pittsburgh brillaient dans le ciel nocturne, tandis que des tramways électriques transportaient les ouvriers entre leurs postes et des usines qui ne cessèrent jamais de fonctionner. Chaque ligne de chemin de fer, chaque ville illuminée, chaque complexe industriel transmettait le même message inquiétant aux prisonniers de guerre allemands. Vie civile et puissance militaire coexistaient harmonieusement sous la direction américaine. Ils affrontèrent un adversaire dont la puissance industrielle était si immense qu'elle gaspillait une énergie à une échelle inimaginable pour leur propre pays. Cette prise de conscience eut un effet psychologique immédiat et profond. Il ne s'agissait pas simplement de soldats observant les infrastructures ennemies. Il s'agissait d'individus remettant en question le fondement même de leur croyance en la suprématie allemande, confrontés à des preuves contredisant leurs convictions profondes. La transformation commença avant même que les trains n'atteignent leur destination. Parmi les prisonniers, les discussions sur les stratégies militaires et les espoirs de victoire allemande se transformèrent en tentatives confuses de comprendre ce qui se tramait. Les vétérans ayant combattu en Pologne, en France et en Russie se trouvèrent aux prises avec la nécessité de concilier leur expérience du champ de bataille avec cette démonstration de richesse industrielle. La question qui se posa fut: comment une nation dotée de ressources aussi vastes avait-elle pu relever les défis des premières batailles ? Comment l'Allemagne avait-elle pu envisager l'idée de vaincre un adversaire capable d'étalage de richesses aussi ostentatoire? La solution est née de la prise de conscience que la puissance industrielle américaine ne dépendait pas uniquement de la quantité. Elle reposait sur une interaction unique entre le gouvernement, l'industrie et la société civile. Contrairement à l'Allemagne, qui a instauré une économie de guerre fondée sur le contrôle centralisé et le sacrifice des civils, l'Amérique a favorisé un système alliant libre concurrence et prospérité civile pour alimenter sa puissance militaire. Les villes illuminées à travers l'Amérique n'étaient pas le signe d'un gaspillage. Elles symbolisaient une économie si prolifique qu'elle pouvait simultanément fournir des armes et assurer le bien-être sans compromis. Lorsque le premier groupe de prisonniers allemands arriva à destination début 1943, des histoires de richesse américaine commencèrent à circuler au sein de la communauté carcérale. Les lettres envoyées aux États-Unis, lorsqu'elles étaient autorisées, contenaient des descriptions codées de la richesse américaine qui laissaient les destinataires dans les villes allemandes ravagées sous le choc. Les échanges de bouche à oreille entre prisonniers dressaient le portrait d'un adversaire aux ressources apparemment illimitées. Ces témoins oculaires ont surtout semé la polémique sur la propagande allemande qui présentait l'Amérique comme une nation fragile et désunie, luttant pour sa défense. Les prisons destinées à ces captifs allaient se conforter la prospérité américaine. Contrairement aux maigres conditions d'hébergement offertes par l'Allemagne aux soldats alliés capturés, les camps de prisonniers de guerre américains étaient construits selon des normes qui surpassaient souvent leurs conditions de service militaire.
Les quartiers y étaient chauffés et éclairés, les réfectoires servaient des repas que beaucoup de prisonniers n'avaient pas vus depuis le début de la guerre, et les installations récréatives étaient équipées d'un éclairage électrique pour des activités que les soldats allemands ne pouvaient plus pratiquer le soir dans leur pays. Cependant, ce qui a peut-être le plus découragé l'ennemi, c'était l'attitude nonchalante de leurs gardes et des administrateurs du camp. Les soldats américains considéraient l'éclairage électrique, les bâtiments chauffés et la nourriture en abondance non pas comme des biens précieux à utiliser avec parcimonie, mais comme des équipements essentiels que toute nation civilisée se devait d'offrir. L'extravagance dont ils étaient témoins, des lumières allumées dans des espaces inoccupés, des portions de nourriture dépassant les besoins militaires, des systèmes de chauffage maintenant des températures confortables, au lieu de se contenter de maintenir des températures vitales, symbolisait une mentalité qui privilégiait l'opulence à la frugalité comme fondement de la puissance. Ces implications transcendaient le simple confort. Elle laissait entrevoir les vastes ressources allouées aux stratégies militaires alors que l'Amérique était simultanément engagée dans un conflit mondial. En 1943 et 1944, les prisonniers allemands firent une révélation terrifiante. La prouesse industrielle de leur adversaire aurait pu prédire l'issue de la guerre et non sa bravoure ou ses tactiques sur le champ de bataille. Cette prise de conscience se fit progressivement sentir au fil des arrivées de groupes successifs de prisonniers venus de divers fronts. Chaque nouvel arrivant apporta des éclairages uniques et une preuve supplémentaire de la richesse américaine. Les aviateurs abattus en Allemagne détaillèrent les complexes industriels colossaux qu'ils avaient bombardés et qui semblaient se régénérer à un rythme plus rapide que les destructions causées par les raids aériens. Les sous-mariniers appréhendés dans l'Atlantique firent état de convois si vastes que le naufrage de navires individuels n'eut que peu d'impact sur le flux global d'approvisionnement. Les équipages de chars venus d'Italie et de France racontèrent avoir découvert par hasard une abondance de matériel américain, laissant présager une capacité de production illimitée. Au fil du temps, ces captifs ont subi un changement profond et fondamental dans leur perception du conflit dans lequel ils étaient engagés. La propagande diffusée sur la faiblesse et les discordes internes de l'Amérique apparaissaient désormais non seulement erronées mais ridiculement incorrectes. Leurs observations personnelles dressèrent le portrait d'un pays si riche et productif qu'il pouvait simultanément mener une guerre mondiale et améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Une combinaison qui avait toujours été jugée impossible selon les enseignements militaires allemands, mais dont les conclusions les plus marquantes restaient à venir. En s'adaptant à la routine du camp et en commençant à interagir avec les civils américains, gardes, administrateurs, ouvriers locaux et habitants, les captifs ont réalisé que la prospérité observée ne se limitait pas aux établissements militaires ou industriels. Elle imprégnait toutes les facettes de la société américaine, donnant naissance à une population civile dont le niveau de vie en temps de guerre surpassait celui de la plupart des Allemands en temps de paix. La perspective d'un affrontement entre idéologie et vérité confronta ces soldats allemands, remettant en question toutes leurs croyances concernant leur adversaire, leurs objectifs et la guerre. D'abord attirés par les lumières des fenêtres du train, ils ne faisaient qu'amorcer une révélation qui allait redéfinir leur compréhension du conflit dans lequel ils étaient engagés, ainsi que de la nation qui les retenait prisonniers. Ce qui suivit fut encore plus préjudiciable à leurs préjugés sur la société américaine et sur l'équilibre réel des forces dans la lutte mondiale qui les avait éloignés de chez eux. La lumière du matin révéla ce que l'obscurité n'avait fait que suggérer lors de ses premiers voyages en train à travers l'Amérique. Dans divers lieux américains, des champs de coton du Texas aux fermes de blé du Minnesota, les prisonniers allemands constatèrent que la prospérité qu'ils observaient à travers les fenêtres des trains était omniprésente dans la société américaine, d'une manière qui contredisait leur conception fondamentale du fonctionnement des nations en temps de guerre. À l'été 1943, le camp d'Aliceville, en Alabama, abritait près de 15 000 prisonniers allemands, soit plus que de nombreuses villes allemandes. La consommation électrique du camp équivalait à elle seule à celle de nombreux villages allemands en un seul mois. Chaque caserne était baignée de néons qui transformèrent la nuit en jour, permettant aux prisonniers de lire, d'écrire et de s'adonner à leurs loisirs bien après le coucher du soleil. Les bâtiments administratifs fonctionnaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous l'éclairage électrique, gérant les formalités administratives et la logistique avec une efficacité qui laissait perplexes même les anciens officiers de la Wehrmacht les plus endurcis. Les prisonniers étaient stupéfaits non seulement par l'ampleur de la consommation d'électricité, mais aussi par l'insouciance des Américains à cet égard. Le sergent-chef Jimmy Patterson, un gardien originaire d'une région rurale de Géorgie, privé d'électricité jusqu'à l'adolescence, trouvait normal de laisser les lumières allumées dans les pièces vides ou de faire fonctionner les ventilateurs en permanence pendant l'été.
Pour lui, l'électricité était aussi constante et abondante que l'air qu'il respirait. Cette utilisation désinvolte semblait déroutante pour des prisonniers comme Heinrich Müller, habitués à ce que chaque kilowattheure soit valorisé et économisé en Allemagne. Le choc psychologique s'intensifia lorsque les prisonniers commencèrent à travailler hors des camps, l'Amérique utilisant les soldats capturés pour des travaux non militaires, un besoin dû aux millions d'hommes servant à l'étranger. Les prisonniers d'origine allemande travaillaient de longues heures, récoltant les récoltes sous les projecteurs, prolongeant leur quart de travail tard dans la nuit, chargeant les camions dans des gares bien éclairées et faisant fonctionner des usines alimentées en électricité en abondance, faisant même tourner les machines en continu lorsque cela n'était pas immédiatement nécessaire. Friedrich Steinberg, ancien mécanicien de chars allemand originaire de Munich, fut affecté à une scierie de l'Oregon. Ses convictions quant à la faiblesse américaine furent de bouleversées par ce qu'il vit sur place. La scierie fonctionnait en 3 équipes par jour, utilisant l'électricité produite par les barrages hydroélectriques du fleuve Columbia. La production de bois en une semaine dépassait celle d'installations allemandes similaires en un mois, toute la production étant traitée sous un éclairage électrique si intense que le travail de nuit était aussi efficace que celui de jour. Plus remarquable encore fut l'observation par Steinberg de l'interaction de l'usine avec l'énergie électrique. Au cours de sa 2e semaine de travail, un transformateur tomba en panne. Pourtant, plutôt que d'interrompre l'exploitation pour économiser l'électricité, la direction de l'usine appela la compagnie d'électricité locale. En seulement 6 heures, des équipes de remplacement installèrent un nouveau transformateur et rétablirent le courant sur le site. L'idée qu'une seule installation industrielle puisse susciter une réaction aussi rapide des compagnies d'électricité, conjuguée à la disponibilité de transformateurs de rechange pour une installation immédiate, témoignait d'une résilience des infrastructures que l'industrie allemande avait peine à imaginer. L'excédent s'étendait au-delà des complexes industriels jusqu'aux communautés environnant les camps de prisonniers. Les prisonniers allemands en mission rencontrèrent des petites villes américaines où chaque foyer était équipé d'un éclairage électrique, d'un réfrigérateur et souvent de plusieurs appareils électriques. Les fermes rurales du Kansas étaient dotées de treilleuses électriques et d'espaces de stockage réfrigérés, considérés comme luxueux dans les villes allemandes. Les commerces de rue restaient ouverts tard, sous des enseignes électriques éclatantes, affichant toutes sortes de produits. Du Coca-Cola au Ford, dégageant une jovialité excessive contrastant fortement avec la frugalité imposée aux civils allemands. Cette révélation imposa une réévaluation significative des capacités industrielles américaines. Si les petites villes des régions agricoles disposaient d'infrastructures électriques supérieures à celles des grandes villes allemandes, qu'impliquaient-elles quant à la capacité de production de guerre américaine ? Les prisonniers comprirent progressivement qu'ils n'avaient pas seulement affronté un adversaire doté d'une supériorité numérique. Ils avaient combattu un ennemi dont l'économie civile, à elle seule, détenait une puissance industrielle supérieure à l'arsenal militaire allemand tout entier. Cette prise de conscience se fit par phases, chacune plus inquiétante que la précédente. Les ouvriers agricoles confinés dans les zones agricoles découvrirent que les agriculteurs américains utilisaient l'électricité pour des tâches auparavant accomplies manuellement ou par des animaux en Allemagne. Des pompes électriques inondaient de vastes étendues de terre, des convoyeurs électriques d'anneaux transféraient le grain vers les entrepôts. Et l'éclairage électrique permettait de travailler à la ferme, quelles que soient les fluctuations saisonnières de la lumière. Les gains de productivité furent considérables. Une seule ferme américaine surpassait la production de régions agricoles allemandes entières, tandis que ces jeunes hommes partaient pour les champs de bataille d'Europe et du Pacifique. Plus étonnant encore fut la révélation que cet excédent ne se limitait pas aux industries essentielles. Les civils américains continuaient de profiter des loisirs électriques au cœur de l'effort de guerre mondiale de leur pays. Les prisonniers libérés le week-end fréquentaient chez des quartiers avec des cinémas nocturnes sous des enseignes lumineuses, des salles de danse ouvertes jusqu'à minuit avec musique live et climatisation, et des quartiers résidentiels illuminés par les lumières des porches et des fenêtres, suggérant une société épargnée par les épreuves de la guerre. Le lieutenant Weber, ancien commandant de chars, commença à douter de sa compréhension de la culture américaine lors d'une mission dans une gare de triage du Missouri, fonctionnant 24h24 et 7G7 sous un éclairage intense. La gare fonctionnait avec une telle luminosité que minuit semblait midi, permettant une exploitation ferroviaire continue sans perte d'efficacité.
Des trains de marchandises réguliers transportant du matériel de guerre partaient régulièrement, leur destination indiquée par des étiquettes témoignant de l'ampleur de la production américaine. Des chars en route vers la Grande-Bretagne, des moteurs d'avion destinés aux fermes soviétiques, des obus d'artillerie destinés à toutes les destinations, tout cela circulant sur un réseau de transport ininterrompu et ininterrompu. Cependant, c'est une discussion avec son superviseur américain, Mike O'Brien, contremaître des chemins de fer dont le fils combattait en Italie, qui a le plus profondément bouleversé les perceptions de Weber. O'Brien a précisé que la consommation électrique de la gare de triage avait augmenté depuis le début de la guerre au lieu de diminuer comme prévu. L'approvisionnement militaire nécessitait un éclairage supplémentaire pour des raisons de sécurité et d'efficacité, tandis que le fret civil restait à son niveau d'avant-guerre pour maintenir le moral et l'équilibre économique sur le front intérieur. L'idée qu'une nation augmente sa consommation électrique, tant militaire que civile, pendant un conflit mondial contredisait toutes les conceptions de Weber sur l'allocation des ressources et les priorités nationales. Ce choc culturel a transcendé les préoccupations en matière d'infrastructure et a exploré des questions fondamentales sur la société et la gouvernance. La prospérité électrique américaine n'était pas due à une gestion autoritaire ou au contrôle gouvernemental des ressources. Elle résultait plutôt d'un système concurrentiel dans lequel les entreprises privées construisaient des centrales électriques et des lignes de transport pour répondre aux besoins des consommateurs. La Tennessee Valley Authority symbolisait la participation de l'État au développement électrique, mais même la TVA a fonctionné aux côtés des services publics privés au sein d'un système mixte qui semblait se générer l'abondance par la concurrence plutôt que par la planification centralisée. Ce constat était particulièrement déstabilisant pour les prisonniers élevés dans l'idéologie nationale-socialiste, car on leur avait appris que seul un contrôle centralisé fort pouvait mobiliser efficacement les ressources et que les sociétés démocratiques étaient par nature inefficaces et faibles. Or, ils se retrouvaient dans un pays où les entreprises privées, en compétition pour les profits, construisaient des infrastructures électriques surpassant tout ce que la planification centralisée allemande avait permis de réaliser. La transition de 1943 à 1944 fut marquée par un impact psychologique important. L'abondance américaine sur le moral des prisonniers s'intensifia parallèlement au déclin continu de la puissance militaire allemande. Les lettres envoyées aux familles, lorsqu'elles étaient acceptées, décrivaient des scènes qui choquaient les lecteurs dans les villes allemandes meurtries par le rationnement et les dégâts causés par les bombardements. Les familles, confrontées aux restrictions d'électricité et aux coupures de courant, recevaient en des récits de camps où les lumières brillaient librement et où les gardes américains semblaient déconcertés par l'admiration des Allemands face à un confort aussi rudimentaire. L'écart s'accentua à mesure que les rapports en provenance d'Allemagne annonçaient un avenir sombre. Les villes durent faire face à des coupures de courant programmées afin de préserver le combustible des centrales électriques. Les usines réduisirent leurs activités en raison d'une capacité électrique limitée. Les citoyens s'adaptèrent à la vie avec des bougies et des lampes à huile, l'électricité étant prioritaire pour la production essentielle en temps de guerre. Les prisonniers d'origine allemande en Amérique ont constaté une société où la consommation d'électricité des civils continuait d'augmenter malgré la demande militaire croissante. Certains ont tenté de justifier ce phénomène en le considérant comme temporaire. Une consommation massive avant que les ressources américaines ne s'effondrent sous la pression d'une guerre mondiale. L'infrastructure électrique observée était peut-être concentrée dans des zones spécifiques destinées à impressionner les prisonniers, alors que la majeure partie des États-Unis était confrontée à des pénuries similaires à celles de l'Allemagne. Cependant, ces hypothèses se sont affaiblies à mesure que les prisonniers se déplaçaient entre les camps et effectuaient diverses missions à travers le pays, se heurtant systématiquement à la même abondance. Pour beaucoup, le moment de prise de conscience est venu lorsqu'ils ont interagi directement avec des civils américains qui travaillaient à leur côté sur diverses tâches. Ces Américains, agriculteurs, ouvriers d'usines, commerçants et employés des chemins de fer, ne montraient aucun signe de vivre sous les contraintes de la guerre, ni de faire de sacrifices substantiels pour l'effort de guerre. Leurs maisons continuant de briller, leur commerce ouvrait à des heures régulières, et leurs conversations témoignaient d'une population qui considérait l'opulence du temps de guerre comme une habitude plutôt qu'une chose étonnante ou passagère. Sarah Martinez était commise au bureau des approvisionnements de Camp Swift au Texas, où elle gérait les demandes de produits de première nécessité pour les prisonniers et assurait la liaison avec les entreprises de locales pour leur proposer biens et services. Pour les prisonniers allemands, comme le caporal Hans Zimmermann, arrêté en Tunisie, Sarah symbolisait quelque chose de presque incompréhensible. Une civile dont le mode de vie en temps de guerre éclipsait celui de la plupart des Allemands durant la période de prospérité de la paix.
Chaque jour, elle se rendait au travail avec son véhicule personnel, vivait dans une maison éclairée à l'électricité grâce à des appareils modernes et gagnait suffisamment d'argent pour se procurer des produits qui avaient disparu des commerces allemands des décennies auparavant. Ce qui stupéfia particulièrement Zimmermann, c'était le point de vue de Sarah sur la guerre elle-même. Elle comprenait que son frère était engagé dans les combats du Pacifique et que le rationnement influençait des produits spécifiques, comme l'essence et le caoutchouc. Cependant, elle ne manifestait aucun sens de la lutte nationale existentielle, ni de l'urgence de préserver les ressources. Pour elle, la guerre était une bataille extérieure que l'Amérique menait à l'étranger tout en menant une vie normale chez elle, une perspective qui contredisait tout ce que Zimmermann avait appris sur l'interaction entre conflits et populations civiles. Le choc mental ultime survint lorsque les prisonniers comprirent l'ampleur de la production électrique américaine. Les échanges avec les gardes, les responsables et les civils ont révélé que la richesse observée ne représentait qu'une infime partie du potentiel américain. Les centrales électriques en construction devaient doubler la production d'électricité en 2 ans. Les projets hydroélectriques en cours visaient à exploiter les réseaux fluviaux de régions entières. Des recherches nucléaires confidentielles suggéraient des sources d'énergie susceptibles de faire paraître la richesse actuelle insignifiante. Début 1944, même les plus fervents nazis parmi la population carcérale allemande commencèrent à douter de la victoire finale de l'Allemagne. Les preuves de l'abondance américaine étaient de trop substantielles, trop uniformes et trop authentiques pour être considérées comme de la propagande ou une tromperie. Ces hommes avaient personnellement constaté que leur adversaire possédait non seulement des ressources supérieures, mais aussi un lien fondamentalement distinct entre ressources et société. Un lien qui générait la richesse au lieu de gérer la pénurie. Dans les camps de prisonniers, des changements psychologiques se manifestèrent sous diverses formes. Certains hommes sombrèrent dans un profond désespoir, réalisant qu'ils avaient à mener une guerre perdue d'avance contre un ennemi dont ils ne comprenaient pas la puissance. D'autres s'immergèrent dans la maîtrise des coutumes anglaises et américaines, anticipant un après-guerre où l'impact allemand serait minime et où l'influence américaine dominerait la scène mondiale. De plus, beaucoup développèrent un vif intérêt pour la compréhension du véritable fonctionnement de la société américaine, échangeant longuement avec les gardiens et les civils sur la démocratie, le capitalisme et le lien entre liberté individuelle et richesse collective. Plus particulièrement, de nombreux détenus commencèrent à remettre en question non seulement les tactiques militaires, mais aussi les principes fondamentaux de la société et de la gouvernance qui avaient défini leur vie. Si le capitalisme démocratique, même en pleine guerre mondiale, pouvait produire une telle richesse, qu'impliquait-il quant aux affirmations d'efficacité et de puissance du socialisme autoritaire ? Si des marchés libres et concurrentiels pouvaient développer une infrastructure électrique plus avancée que la planification centralisée, d'autres aspects de l'idéologie nationale-socialiste pourraient-ils présenter des failles fondamentales ? Les répercussions allaient au-delà des simples changements de mentalité individuelle. Tandis que le réseau de prisonniers diffusait cette nouvelle, des camps à travers l'Amérique rapportaient-lui des cas similaires de doutes idéologiques et de questionnements politiques. L'autorité des officiers allemands était affaiblie par leurs hommes de troupes, qui avaient été témoins d'une trop grande prospérité américaine pour accepter la supériorité allemande. Les discussions dans les casernes passaient des prédictions assurées d'une victoire finale à des tentatives perplexes de comprendre comment l'Allemagne avait pu sous-estimer à ce point les capacités de son adversaire. Pendant 1 an après ces révélations parmi les captifs, la guerre persista. Mais pour de nombreux prisonniers allemands, le combat mental s'était déjà apaisé. Ils avaient entrevu l'avenir, illuminé par l'électricité américaine. La prospérité qui, au départ, captivait leur regard depuis des fenêtres lointaines, se transforma en une compréhension profonde de la véritable puissance de leur adversaire. Non seulement des prouesses militaires ou industrielles, mais une structure sociale et économique capable de générer une richesse qui semblait défier les limites des ressources en temps de guerre. À l'annonce de la capitulation de l'Allemagne dans les camps de prisonniers en mai 1945, nombre d'hommes qui avaient observé la richesse électrique américaine réagirent avec soulagement plutôt qu'avec tristesse. Ils comprirent que la guerre était irréversible non pas en raison de pertes sur le champ de bataille ou d'erreurs stratégiques, mais parce que l'Allemagne avait choisi d'affronter un adversaire dont l'économie civile dépassait le potentiel total de son appareil militaire. Les éblouissant initialement depuis des fenêtres bien placées, ces lumières firent plus qu'illuminer les villes américaines. Elles révélèrent l'essence même de la puissance américaine. Une abondance si immense et si aléatoire qu'elle transforma leur perception de la force. Rétrospectivement, les prisonniers allemands témoins de l'excédent électrique américain découvrirent quelque chose de plus destructeur que la suprématie militaire. Ils furent confrontés à une perspective radicalement différente sur la manière dont les sociétés pouvaient se structurer pour favoriser la prospérité et la puissance.
Les lumières allumées dans les villes américaines n'étaient pas seulement le symbole d'une infrastructure supérieure, elles incarnaient une nouvelle compréhension de la force elle-même. Ils ont démontré un système qui générait richesse et prospérité, conséquences inhérentes à la liberté et à la compétition. Pour les hommes élevés sous un régime autoritaire, à qui l'on avait appris que la force impliquait sacrifice et rareté, cette révélation signifiait rien de moins que la disparition de tout leur cadre idéologique. Même si la guerre pouvait encore durer plusieurs mois, pour ces observateurs de l'abondance américaine, la lutte intellectuelle était déjà irrémédiablement perdue.